Monsieur François Bocquet, tu peux prendre la main. Est-ce que tu partages d'écran? Tu partages pas l'écran? Non, dans un premier temps, je ne partage pas l'écran parce que ce que j'avais D'accord. prévu de montrer n'existe plus, donc c'est à refaire. Voilà. Oui, moi je vais essayer de vous faire une présentation rapide d'un sujet dont on avait parlé avec Christophe, qui est le sujet de quelle préparation de la ressource humaine à l'utilisation de ces technologies, mais aussi à la compréhension de ces technologies et comment ça se passe dans l'éducation en général. C'est-à-dire que là, on va prendre un peu de recul. Euh, avec une tentative de comparatif à l'international. Alors, ça m'a été inspiré par un article que j'ai vu en 2022, qui était un article du Centre de sécurité des technologies avancées aux États-Unis, qui est un article très intéressant parce qu'il fait un comparatif entre la Chine et les USA, donc sujet d'actualité s'il en est, et qui s'inquiétait, qui plaçait une alerte au plus haut niveau sur l'écart qui était en train d'apparaître entre la formation à l'IA ou l'éducation à l'IA en Chine et l'éducation à l'IA aux USA. Alors on verra que l'Europe est encore bien derrière ces deux pays-là qui sont en compétition économique et de recherche. Et alors, je vous donnerai les références parce que là, je les ai plus dans le document, donc il faut que je les reconstruise et que je ferai passer ça à Christophe pour que vous ayez tous les textes parce que c'est vraiment très intéressant. Simplement, pour mémoire, il y a actuellement 230 millions d'étudiants en Chine. 230 millions d'étudiants, hein, pas de... c'est ceux qui sont en études entre le niveau bac et le niveau sortie de l'université. Donc, c'est à comparer à ce qui se passe chez nous et à ce qui se passe en Europe même. Et aux États-Unis, on est sur des volumes qui sont beaucoup plus importants. Et en 2021, ce rapport indiquait qu'il y avait depuis 2017 la volonté en Chine d'élaborer des programmes spécifiques pour l'éducation à l'IA depuis le cours préparatoire, pour être clair, jusqu'à la fin de l'université, avec toute une progression, un ensemble de manuels. Et donc, j'ai été vérifié, il est vrai qu'il existe une progression et des manuels scolaires depuis 2017 sur ce qui doit être abordé autour des questions d'IA, donc sur les grandes thématiques de l'IA, et de façon très concrète avec des exercices tout à fait appliqués et des objets qui permettent de faire l'application de ces exercices, en particulier des petits robots, du codage par bloc, etc. Depuis 2017, on a ça en Chine. Alors, l'UNESCO et l'OCDE ont fait également des rapports là-dessus qui sont sortis en 2022. J'ai trouvé un article plus récent et mis à jour et date de 2024. Je vous donnerai ces références. C'est fait par des collègues turcs qui sont à la fois en informatique et en sciences de l'éducation. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi j'aborde cette question devant vous. Ben, c'est parce qu'on constate que dans tous les pays où tout ça est mis en œuvre, eh bien, l'enseignement supérieur est très largement impliqué. D'une part parce qu'il prépare les pipes qui vont amener les élèves du lycée jusqu'à l'enseignement supérieur, mais aussi parce que ce sont souvent des associations de profs d'informatique du supérieur et de profs d'informatique du secondaire et du primaire qui constituent les corpus et la réflexion et la matière qui va permettre d'élaborer ensuite des programmes, des référentiels, des objectifs et des modalités avec les séquences pédagogiques qui vont bien, voire les manuels qui vont bien. Alors, ça, c'est très important parce que ce n'est pas encore un mouvement que je perçois en France, c'est un mouvement qu'on perçoit peu en Europe. Il y a quelques petites initiatives hein, du type AI40, dans lequel le ministère de l'Éducation nationale français a contribué, mais c'est vraiment très, très embryonnaire par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les autres pays. Et la France, dans ce domaine-là, est complètement en dehors des clous, très, très loin derrière. Alors, les pays qui ont aujourd'hui fortement démarré, qui ont déjà des programmes avec deux approches, hein, c'est une approche qui est spécifique à l'intelligence artificielle, donc c'est carrément des nouveaux blocs de programmes, soit on inclut, certains autres pays incluent l'enseignement de l'intelligence artificielle au sein des computer science ou des data science, sachant que les deux, des fois, sont proches.
Bon, l'enseignement des data science n'existe pas en France avant l'enseignement supérieur. Il n'est même pas abordé dans les disciplines type sciences économie, mathématiques, etc. Et tout ce qui est intelligence artificielle n'est au programme que dans l'enseignement supérieur. Parfois, quelques options en NSI et pour les classes terminales de lycée, mais il n'y a pas réellement de programme spécifique là-dessus. Alors bien sûr, quand je parle de tout ça, je ne me limite pas du tout aux intelligences artificielles génératives. Hein. C'est vraiment comment comprendre et vivre avec l'IA. Donc, hein, c'est les grands principes avec des bases expérimentales et une approche qui peut se faire par l'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux médias, la philosophie, la technologie. C'est l'IA pour ses besoins en tant qu'élève ou en tant qu'apprenant. Et là, ben, ça va concerner toutes les disciplines. Et on aura peut-être ici plus un focus sur les IA génératives et sur au moins 4 points dans les IA génératives que sont le droit, l'éthique, l'impact sociétal et l'impact environnemental. Et puis, bien évidemment, sur comment utiliser ces outils-là. Et puis, il y a apparaissant plus tard tout ce qui va être relatif à l'informatique, mathématiques, sciences de l'ingénieur, c'est comment on va créer des outils avec de l'IA, comment on va intégrer de l'IA dans des outils, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple en chimie. Et ça sera donc un approfondissement plus important. La plupart des pays qui avancent, et en dehors de la Chine, qui elle a une approche qui est très centralisée depuis le 2017, comme je vous l'ai dit, repose sur le projet qui a été conduit aux États-Unis, qui s'appelle AI for K-12, donc il y a une initiative qui remonte à 2019, qui regroupe les enseignements du supérieur et les enseignements, les associations d'enseignants de maths et de techno et de STEM aux États-Unis, et qui repose sur 5 grandes idées avec une proposition de référentiel que j'avais traduit en 2021 et pour lequel j'ai fait des cartes que je vous donnerai aussi. En gros, c'est comment l'IA perçoit les choses qu'on lui transmet. Alors, ce n'est pas seulement que par des fenêtres de prompt, comme on le fait aujourd'hui avec des chatbots, dès qu'il s'agit d'utiliser des LLM. Comment l'IA crée ses représentations et comment elle peut, entre guillemets, raisonner, ou au moins calculer, simuler des raisonnements. Comment les machines apprennent, ça c'est la troisième grande idée. Le défi de l'interaction homme-machine et des interactions les plus naturelles possibles. Donc, on fait aussi de grands bonds avec les chatbots. Et puis, une 5e grande idée sur les impacts sociétaux. Donc, vous verrez que sur tout ça, il y a déjà des propositions qui pourraient être transposables dans les référentiels de formation en France. Ça existe, on a traduit ça en 2021-2022, mais ça n'a eu quasiment aucune conséquence aujourd'hui pour ce que j'en sais. Alors, pourquoi ça n'a eu aucune conséquence? Parce qu'il y a toujours un débat entre le moyen, l'intelligence artificielle comme moyen, donc on va plutôt approcher la question d'usage, et l'intelligence artificielle comme finalité, où on va plutôt aborder des questions informatiques. Et donc, on a en France un débat entre des corps d'inspection générale, entre des spécialistes qui disent on ne peut pas du tout aborder l'intelligence artificielle tant qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une matrice, tant qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on n'a pas avancé au niveau des statistiques. Et puis d'autres qui disent ben non, on peut, avec des élèves de grande section maternelle ou de cours préparatoires, commencer à aborder des questions autour de l'IA et par des exemples très concrets avec des outils tout à fait concrets. Alors, les pays les plus avancés aujourd'hui sont la Chine, la Corée du Sud, le Canada et l'Inde. Le Canada ayant le plus avancé plus au niveau structuration que les multiples initiatives qui existent aux États-Unis, mais qui ne sont pas structurées ni au niveau fédéral, ni au niveau des standards entre États. Il y a de l'inclusion dans les programmes existants au Japon, en Serbie, par exemple, en Belgique, aux États-Unis aussi, et puis en cours de réflexion dans d'autres pays comme l'Italie et le Portugal. Paradoxalement, par exemple, l'Italie qui a également fait un rapport, comme l'avait fait Villani, sur les enjeux de l'IA, a lui cité l'éducation comme un enjeu stratégique, alors qu'en France, le rapport Villani ne mentionne jamais l'intelligence artificielle comme un élément stratégique pour l'éducation.
Et donc, on a toujours ce même état, c'est-à-dire qu'on réunit des discussions au niveau international autour de l'IA, mais on a un retard considérable là-dessus. Alors, par exemple, en Chine, il y a toute une progression qui est faite entre l'acquisition des concepts initiaux, donc avec, là j'ai sous les yeux, je vous donnerai le lien aussi, 4 manuels qui sont faits, 4 manuels, 5 manuels qui sont faits plutôt pour l'école secondaire, qui sont autour de l'application. Donc, on va déjà aborder des questions de transformers, d'exploration de l'espace, de jeux autour des ingénieurs, beaucoup avec de la robotique systématiquement, c'est-à-dire qu'on associe des robots de plus en plus complexes avec de l'intelligence artificielle. Et puis, on va jusqu'en fin de lycée et début de formation professionnelle, les 2 premières années à la fac, on commence à travailler sur de l'innovation avec des choses qui vont permettre déjà d'imaginer de l'innovation autour des services, autour d'applications. Donc tout ça est vraiment très bien organisé et montre le chemin qu'on peut avoir de notre côté. Pour terminer, en gros, ce que je pourrais donner, cinq pistes qui paraissent importantes et dans lesquelles les gens de l'enseignement supérieur pourraient vraiment s'investir. La première, c'est les recommandations de l'UNESCO en matière de référentiel de compétences pour les apprenants, alors qui concernent aussi bien le K-12 que le supérieur et même la formation continue. Un référentiel de compétences pour les apprenants, un référentiel de compétences pour les enseignants, sur lequel vraiment il faudrait dès maintenant, alors l'appliquer pour l'enseignement supérieur, bien sûr, pour vous-même, pour les enseignants du sup, mais aussi voir comment vous pouvez aider à ce que ça soit transféré pour les enseignants du secondaire et du primaire, parce que les endroits où ça marche, il y a toujours ce rapport entre enseignants du sup et enseignants du secondaire et du primaire, et cette articulation forte qui existe et qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer en France avoir avec nos INSPE et nos différentes institutions. Il y a la question de vraiment remonter ces compétences à un niveau stratégique, donc d'en faire un objet en tant que tel et non pas un complément ou des suggestions par rapport à d'autres éléments de programme. Donc ça veut dire aussi, troisième point, stabiliser rapidement les objectifs et les référentiels. Là, on a plein de domaines. Par exemple, le Japon, la Corée, même l'Inde, quand ils avancent sur la réflexion AI for K-12 qui a été faite aux États-Unis en 2019 avec Turetsky et ses collègues. Turetsky étant un prof d'université. Le MIT a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Il y a beaucoup de travaux d'étudiants et de travaux de chercheurs au MIT qui travaillent sur la didactique et sur les outils qui sont utilisables. Et ça me ramène au quatrième point, qui est de sécuriser les ressources, toujours avec une vision d'universitaire que vous êtes. Donc, autour des situations d'apprentissage, on a beaucoup d'outils de codage, y compris par bloc pour les plus jeunes, avec des blocs faisant appel à des API d'IA. Il y a tout ce qu'il faut chez Scratch, Snap, Adacraft. Il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui. On a même beaucoup, y compris des initiatives françaises en termes de robots ou d'utilisation de cartes. On peut utiliser des cartes comme Microbit ou comme des cartes ST Micro ou Arduino pour mettre en œuvre des activités pédagogiques. Et puis, il y a tout le champ de l'éducation à l'éthique qui paraît tout à fait important, où là, on a besoin non seulement de gens de l'informatique, mais aussi d'éthiciens ou de philosophes qui peuvent travailler sur le sujet. Et puis, le dernier point sur lequel on peut vraiment compter sur les gens du SUP, c'est sur la formation la plus urgente possible des enseignants, puisque là, on a un déficit considérable. Et tout ça ne viendra pas par les seuls enseignants en sciences de l'éducation qu'on va avoir dans les INSPE, ni par les seuls enseignants d'informatique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à former les enseignants dans toutes les disciplines pour que dans chaque discipline, on puisse faire le lien entre les outils et les usages de l'intelligence artificielle et la discipline. Donc voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. Je suis désolé de ne pas avoir un support à vous présenter pendant que j'ai fait tout ça. Je vais le reprendre et le remettre à jour avec tous les liens que vous avez proposés, à la fois pour les sources qui m'ont servi à préparer ce travail et puis pour les exemples dans les différents domaines. Et j'espère que ça pourra vous motiver à participer et à inciter
dans certains pays, ce sont les enseignants du supérieur qui ont carrément fait des tribunes pour alerter l'opinion publique et les institutions pour faire ce travail qui est indispensable et qui ne pourra pas se faire sans vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, je remets mon micro. Merci François pour cette présentation. Donc, on récupéra les sources et puis j'avais commencé à faire une fiche de synthèse sur les ressources qui étaient dans IA4Sup pour apprendre à comprendre ou apprendre et comprendre les IA avec des simulateurs de réseau de neurones, avec le petit simulateur où on peut se balader dans un nano GPT, des choses comme ça. Donc, ça fait partie de ces ressources didactiques. La dernière fois, j'avais montré des fichiers Excel qui reproduisaient des algorithmes, par exemple les bases vectorielles, les transformers, des choses comme ça, qu'on pouvait voir le processus et les opérations dans Excel. Donc, on va continuer ce travail-là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Qui c'est qui a levé la main, qui avait une question à poser? C'est rebaissé. Ah non, c'est quelqu'un qui voulait peut-être dire merci ou un truc comme ça. Euh, S'il y avait une question, Pierrick, tu avais une question. Tu as mis dans le chat. Ouais, bah, c'était simplement une remarque. Merci, hein, c'est très très intéressant. C'est une vraie problématique qu'on se pose nous dans l'accompagnement parce que c'est pas perçu par nos équipes de direction le risque en fait d'avoir une problématique qui va nous arriver d'abord par le lycée sur des mauvaises habitudes, des mauvaises compréhensions, des usages un peu dérivatifs. Et moi, je pousse beaucoup pour avoir des modules de sensibilisation sur des questions d'éthique, sur des questions juridiques, écologiques. On fait beaucoup d'ateliers sur les problématiques écologiques et puis sur l'intégration dans les usages. Mais on a la même problématique qu'on a dans les TIS sur d'autres sujets, c'est on le met à quel emplacement? Est-ce qu'on le met dans les matières? Est-ce qu'on le met sur des modules de formation transversaux? Et on a quelques directions qui commencent à réfléchir à ça, mais qui se sentent démunies parce qu'elles estiment que les profils d'enseignants qu'ils ont sont pas n'ont pas, ont pas le background, on ne sait pas en fait vers quel profil d'enseignant se tourner. Donc, nous, on commence à travailler en séparant en plusieurs étapes, en gros en trois tiers. Un tiers, les éléments de sensibilisation, les éléments de compréhension, tout ce que tu présentes, Christophe, là justement, sur comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la machine. Un petit tiers sur comment ça peut faire évoluer le métier d'étudiant. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment ça peut aussi les interroger sur leurs pratiques et c'est ce qu'ils font. Et puis, ça nous permet aussi de lutter contre les problématiques de plagiat. Et puis après, il y a un autre tiers, c'est beaucoup plus dans la thématique liée à la didactique de la discipline et à la demande qu'on commence à avoir des entreprises sur les problématiques d'intégration dans les métiers, parce qu'on commence à avoir des demandes, nous, dans pas mal de secteurs, où on nous demande d'avoir des contenus spécifiques IA. Donc ça, on arrive à le traiter dans les unités, mais les premiers éléments, c'est un peu laissé au bon vouloir de qui veut bien s'en saisir, et ça manque de structure. Moi, je me suis renseigné pour voir si on pouvait se faire aider aussi auprès du ministère sur ça, par exemple, sur les problématiques de littératie numérique, sur le travail qui avait été fait sur Pix, et je trouve qu'ils réagissent pas vite. J'ai peu de réactions sur ces sujets. Je ne sais pas d'ailleurs, François, si tu as tes entrées sur ça, si tu vois un petit peu où ils en sont, parce que je les contacte régulièrement et voilà, ça Disons avance que doucement. les entrées que j'ai ne sont pas rassurantes parce que Ouais. c'est toujours la même chose sur ces sujets-là, alors que ça devrait être traité de façon stratégique et de façon beaucoup plus globale. En fait, on va renvoyer justement à Pix en disant dans un an ou dans 6 mois ou dans 2 ans, il y aura quelque chose sur Pix, Bah, mais oui. on n'est pas du tout à la hauteur. On n'est pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est effectivement de pouvoir s'adresser aux gens en fonction des objectifs, mais pas des objectifs qui sont ceux qu'on doit atteindre pour les apprenants eux-mêmes. Ouais. Et pas pour, dans l'absolu, savoir comment fonctionne un transformer ou savoir comment fonctionne une rotation matricielle ou comment font les calculs. Ça va ne concerner que les profs avancés qui vont être sur ces sujets-là, qui auront besoin de rentrer dans le détail. Pour les autres, il faut trouver le moyen d'apporter les informations au bon niveau, de compréhension globale du fonctionnement sans rentrer dans les détails, mais pour devenir très, très opérationnel et très concret. Ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que, par exemple, en Chine, 100% des élèves depuis 2017 abordent les sujets d'IA depuis l'école primaire, ça veut dire qu'on est en 2025, donc on est 8 ans après. On a aujourd'hui, en fin de terminale, des gens qui ont fait 8 ans
d'activités pédagogiques autour du fonctionnement de l'IA. Alors peut-être avec un cadre de référence différent du nôtre par rapport à l'éthique, etc. Mais ils ont quand même 8 années de pratique et de compréhension et de progressivité dans la compréhension, depuis des jeux simples jusqu'à des choses complexes que nous, on n'a même pas encore commencé à formaliser pour des élèves. Ça veut dire que les étudiants qui arrivent en Chine aujourd'hui ont ce background-là. Nos étudiants qui arrivent aujourd'hui à l'université en France n'ont même pas ce background de culture générale. Et puis, moi, je vois, alors des ressources et des contenus, on en crée, mais c'est pas organisé, c'est très déstructuré, c'est pas. Je vois par exemple quand même, Canopé fait un super boulot sur ce sujet-là. C'est souvent chez eux que je trouve les choses les plus structurantes, mais on lutte aussi, enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, auprès des directions universitaires ou autres, sur l'impression que cette partie n'est pas si importante que ça. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent que l'outil, en gros, il est tellement naturel finalement qu'il n'y a pas d'apprentissage spécifique derrière à avoir, qu'ils n'en voient pas encore la finalité, mais c'est très lent. Moi, ça fait plus de 2 ans et je trouve que la démarche globale, c'est de se dire non, ils sont nés dans le numérique, ils n'en ont pas besoin, quoi, finalement. C'est un peu souvent le message qu'on me renvoie dans cette démarche-là. Il y a Hervé qui avait une question aussi. Oui, merci. J'aime bien la présentation qui a été faite parce que finalement, si j'ai bien compris, ce qu'on pourrait mettre au centre de l'IA, mais ce qu'on pourrait mettre au centre de l'ensemble du dispositif éducatif, c'est l'apprentissage, semblerait-il. Et puis là, pour le coup, ça fait quand même quelques millions d'années que l'être humain est doté d'un cerveau, puis on ne sait toujours pas comment le faire fonctionner. Et puis, c'est pas pour autant qu'on ait un outil qui est vraiment génial, donc les deux oreilles. C'est pas qu'un chou-fleur. Maintenant, on sait un peu comment ça fonctionne. C'est pas pour autant aussi qu'on l'expliquerait à nos élèves. Et puis finalement, l'IA rend que plus fort encore ce besoin, j'ai l'impression. Pour ma part, je travaille dans une haute école pédagogique. C'est un truc spécial, hein, ça existe qu'en Suisse. C'est bizarre, hein, on forme nos enseignants chez nous. Mais ils se déforment très rapidement sur le terrain, je vous rassure. On parle justement de l'apprentissage, et puis si on connaît les mécanismes de l'apprentissage, notamment les mécanismes mis en lumière par la neuroéducation ou les neurosciences, eh ben, on peut les plaquer tels quels avec de l'IA. Pourquoi? Parce que c'est fait avec l'IA. Je suis désolé hein, s'il y a des ingénieurs parmi nous. Ils n'ont pas vanté quelque chose d'extraordinaire. Hein. L'IA aujourd'hui, c'est un truc qu'on avait déjà découvert finalement dans les théories de Hebb dans les années 1940, fin des années 40. Donc c'est juste la puissance de calcul qui permet de le faire, mais comment ça fonctionne finalement? Ça fonctionne assez similairement à un cerveau, un peu plus rapidement certainement. Mais si on prend les grandes fonctions du cerveau humain, eh ben, ça marche aussi, quoi. Et puis, tout ce qui est notion de feedback, de pouvoir s'aider, d'avoir ces feedbacks en direct, ça peut être vraiment utile. Et si on explique comment fonctionne un cerveau à un enfant, ben, il le voit assez rapidement que, pour une fois, il a un enseignant qui va lui fournir du feedback positif et pas juste dire qu'il n'est pas bon et qu'il ne sert à rien, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a plus une peur de la nouveauté ou un rejet de la nouveauté, puis des mauvaises utilisations, quoi. Donc, je pense que s'il y a un lien qui est fait avec l'apprentissage, ben, ça serait peut-être pas mal, quoi. C'est un peu ce qui a été dit, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Non, non, mais il y a de ça aussi. Hein, mais là, vraiment, moi, ce que je sais pas dans le détail, d'ailleurs, j'ai peu de sources sur ce qui se passe en Suisse. Ça serait intéressant de voir s'il y a des choses comparables. Mais Disons ouais, en Suisse, il y a une mise en place de l'éducation numérique qui s'est faite au niveau ce qu'on appelle la CDIP, mais comment dire, en Suisse, c'est un peu compliqué par rapport à la France, dans le sens, les États-Unis nous suivent beaucoup, hein, il n'y a pas d'école en Suisse. C'est pas une compétence de la Confédération, c'est une compétence cantonale, et puis ensuite c'est décliné un petit peu à un niveau très bas. Donc, ce qui fait qu'il y a des développements qui sont très très différents, disparates, et puis on n'a pas quelque chose de structuré de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'on enseigne l'informatique à nos élèves, mais je crains qu'au-delà de Timéo, ces petits robots, et puis de les faire rentrer dans des débuts de code, on ne va pas vers l'IA, en tout cas pas aujourd'hui très fortement.
En tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment une différence entre enseigner l'informatique avec un petit bout d'IA dedans et faire de la compréhension et de l'utilisation de l'IA un sujet en tant que tel. C'est vraiment deux approches, je pense maintenant, qui sont clairement établies comme différentes. Dans un cas, dans le cas tel que tu exposes là, on risque de le noyer, d'autant qu'en plus Timio est utilisable avec de l'IA maintenant. Mais on peut dire, ah bah, c'est le problème de Timio, il n'y a que les gens qui utilisent Timio qui vont aborder la question de l'IA. Dans l'autre, on en fait un sujet en tant que tel et on demande à chaque discipline de contribuer à ce sujet en tant que tel. Et là, ça change complètement la perspective. Et je pense que sur une échéance courte, c'est-à-dire de 5 à 10 ans, ça fera un écart considérable dans la représentation qu'auront nos étudiants et par défaut la population elle-même, et surtout dans notre capacité à être soit des utilisateurs, soit des gens qui innoveront à partir de ce background constitué pendant les études. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour aller au-delà de dire, nous, on va se spécialiser pour former un tout petit noyau qui va être très, très en pointe sur le sujet et laisser tout le monde derrière. Les autres n'en seront que des utilisateurs un peu abétis. Ce n'est pas du tout la même approche. Alors, il y a l'approche d'Hugo Perenaghi à Sainte-Anne, à Montréal, qui est assez intéressante. Il est directeur de cette école qui va du primaire jusqu'au cégep. Et l'IA est vraiment intégrée et il y a une vraie intégration de qu'est-ce que les gens qui viennent chez moi vont apprendre. Et là, il y a une espèce d'effet bottom-up qui vient que dans le supérieur. Ensuite, à Montréal, ils se posent des questions sur ces étudiants qui sont très, très agiles avec l'IA, contrairement à d'autres cégeps. En tout cas, à suivre. Ouais. Bon, ben, Hervé, il est dans la boucle. Hein. Depuis un mois, il est avec nous dans la communauté. Tu vois, Hervé, tu as bien fait de venir. François, tout à l'heure, tu as parlé du Canada. François Bocquet, hein, tu as parlé du Canada. Là, c'est pareil, c'est comme la Suisse, c'est assez découpé. Il y a les provinces, etc. etc. Le Canada, c'est le fédéral ou c'est une province? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des initiatives qui sont des initiatives purement fédérales. Il y a un programme pour le secondaire. Je ne les ai pas sous les yeux parce que c'est assez complet. Je pourrais quand tu verras la source que je vais vous donner, vous aurez vraiment beaucoup d'éléments dedans. D'accord. Alors, je vais te dire si je peux retrouver ça rapidement. Je suis sur l'Inde. Corée du Sud. Il y a François Guité qui est avec nous. François, François Guité, cette fois-ci, est-ce que toi, tu as des... Est-ce qu'il est encore avec nous? Est-ce que tu as des idées de programme? François. Oui, il est encore là. Attends un peu. Oui, bonjour. Alors, voilà, il y a un programme au Québec qui a été publié par le ministère de l'Éducation il y a un mois environ. Et sur lequel j'ai un peu bossé, on m'a consulté. C'est une ébauche, c'est un début. On cherche surtout à sensibiliser les commissions scolaires, les organismes scolaires ici à l'urgence de la situation, commencer à traiter du sujet, mais on ne va pas beaucoup dans les détails. Alors, sans doute que ça va venir ultérieurement, mais on ne veut pas non plus trop s'embourber dans les détails, dans des objectifs trop spécifiques, en raison, de l'évolution rapide de l'intelligence artificielle. On veut d'abord se faire une tête et puis bien cheminer au travers de tout ça. Dans les autres provinces, l'Ontario, ça bouge beaucoup. En Colombie-Britannique également. Notamment dans la communauté francophone en Colombie-Britannique. Il y a toute la communauté, la francophonie hors Québec qui comprend l'urgence de la situation. Si on veut former les directions d'école, on veut former les gestionnaires des commissions scolaires. Alors, comme François le disait, il y a une urgence aujourd'hui que tout le monde veut, à laquelle tout le monde veut s'attaquer, mais on ne veut pas non plus, aller trop dans les solutions des grandes entreprises. On veut essayer de comprendre le phénomène et puis de structurer les interventions en fonction des besoins locaux. Et ça, je trouve ça rassurant
Parce que, comme on est très près des États-Unis, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de sollicitations qui se fait sur des solutions d'entreprise, que ce soit Google, que ce soit ChatGPT, que ce soit Anthropic, peu importe. Mais on est très conscient de l'importance de comment dire, la vie privée, de préserver les données personnelles des élèves. Ça, c'est le grand sujet actuellement, de ne pas mettre dans ces outils-là des données qui sont sensibles. Alors, voilà, c'est là où on en est actuellement, là, beaucoup au Canada. J'ai vu qu'il y avait aussi un programme qui s'appelle Actua, qui est apparemment de niveau fédéral, qui est entre les différents États, plutôt pour le secondaire. Ah, bon, ben, merci de me le préciser. Je ne connaissais pas, François. Ouais. Ben, il faut savoir qu'ici au Canada, comment dire, l'éducation est de juridiction provinciale, hein. Alors, le Ouais, ouais. gouvernement fédéral peut émettre des directives, faire des décisions, enfin donner de l'argent en quelque sorte pour la formation, mais les décisions reviennent aux provinces. Là, c'est présenté comme une initiative, dans l'article que j'ai, c'est présenté comme une initiative pan-canadienne. Donc, je suppose que c'est en commune à plusieurs États qui travaillent sur le sujet en même temps. Et il y a aussi quelque chose qui est identifié, qui est Kids Code Jeunesse, KCJ, Oui, qui remonte à 2022. Il y a 20 000 éducateurs, 600 000 jeunes qui ont rejoint, mais on est plus autour du codage. Et la province de Québec est impliquée également dedans. oui, oui. Ce sont des initiatives, comment je dirais, non pas privées, mais Avec des donc, partenaires privés, oui. oui, partenaires, oui, c'est Voilà. ça, c'est Mais des initiatives marginales. c'est le cas dans beaucoup d'États, hein. Même en Chine, par exemple, c'est beaucoup des partenariats avec Tencent, avec des très, très gros opérateurs. Alors, en Chine, c'est très particulier. On peut difficilement comparer à ce qu'on voudrait faire chez nous. Mais il n'y a pas de grosses initiatives qui se font sans des gros partenariats. Et les partenariats les plus intelligents sont faits justement en équilibrant entre plusieurs partenaires pour ne plus dépendre d'un seul partenaire. Parlant de partenariat, François, il y a une initiative, je crois que c'est autour de la région d'Ottawa, c'est en Ontario, la francophonie ontarienne, où la commission scolaire s'est jointe à Microsoft pour développer une plateforme pour desservir la communauté enseignante avec un LLM, pardon, organisé et conçu par Microsoft. D'accord. Sur base de copilote, sans doute. Oui, ben, un peu différent, mais oui. En Colombie-Britannique, d'ailleurs, toute la Colombie-Britannique a accès à Copilote. Ouais. D'accord. Et alors pour compléter un peu cette présentation, hier on avait le comité éditorial des Ludovial. On va avoir deux présentations, c'est le 2 avril, d'associations, d'organisations de CMQ qui ont fait des mallettes pédagogiques autour de l'IA. Donc on aura deux présentations sur les Ludovial. Et je pense Hélène, elle est Hélène, elle est au CMQ de Valence qui s'occupe de ça, de l'IA dans les lycées, à ce CMQ-là. C'est avec elle aussi qu'on bosse sur le procès de l'IA pour Ludovia. Je vais l'inviter à venir faire une présentation pour faire suite à ce que tu viens de parler, un peu de qu'est-ce qui présente dans les lycées pour qu'on ait une idée un peu de ce qui va nous arriver par la suite à l'université. Je pense que ça peut être intéressant de voir un peu ce qui se passe. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du débat, on a dépassé l'heure. Je crois que maintenant les rendez-vous, ça sera entre 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. C'est plus la peine de rester, d'essayer de faire caler ça en 1 heure, ça passe plus. Donc il y a tellement de choses à faire passer. Merci pour ce 12e web meeting d'IA for Sup. Si vous avez des idées, si vous voulez faire des interventions, vous faites un petit message, vous complétez les bases de données, vous envoyez un mail, vous mettez ça sur LinkedIn, bof, on récupère le truc. La prochaine session, le meeting 13, c'est le 17 avril, c'est un jeudi, c'est à 15h, donc ça c'est calé, c'est dans les tuyaux. On a déjà une intervenante, je l'ai présentée tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui c'était, mais bon, vous irez voir la fiche, j'ai commencé à remplir le programme.
Merci Jérôme, merci François pour ce boulot. François, on a encore un petit débriefing à refaire, à remettre des choses en ligne, les liens que tu m'as parlé. Je pense que je ferai une fiche de synthèse. On travaillera sur une fiche synthèse, comme j'ai présenté tout à l'heure dans les fiches de base de données de retour d'usage d'IA Forsup. Je pense que ça peut être quelque chose assez sympa. J'inviterai Monsieur François Guité à nous rajouter des choses là-dedans aussi. Et pour tous les membres d'IA Forsup, pensez à vous inscrire si vous voulez participer à la journée du 26 juin. Le 26 juin à Montpellier sur IA évaluation dans les universités. En gros, il y a 50 places de réservées pour IA Forsup, pour les extérieurs de l'université. Donc, plus tôt vous inscrirez, plus tôt on sera sûr de garder votre place. C'est enregistré pour tout le monde. J'ai bien dit, hein, Isabelle, c'est bien ça, hein? Je n'ai pas dit de boulette, d'accord. Merci à tous et puis à la prochaine. Bye bye. Merci, au revoir.